Jeudi 6 octobre 1955. Sous la grande verrière du Grand Palais, à Paris, le salon de l'automobile bat son plein. C'est le rendez-vous annuel de l'industrie, une célébration de la mécanique et du style. Partout où le regard se pose, on voit ce que le monde a de mieux à offrir en matière d'automobile. Des Peugeot 403 solides et bourgeoises, des Renault frégates statutaires, des Ford vedettes au chrome rutilant inspiré de l'Amérique. Ce sont des boîtes, de belles boîtes certes, décorées, motorisées, mais fondamentalement des boîtes sur 4 roues. Elles sont le reflet de leur époque, solides, rassurantes et prévisibles. Et puis, sur le stand Citroën, à 10 heures du matin, une bâche est retirée. Et le monde s'arrête de tourner. Ce qui est révélé n'est pas une voiture, c'est un choc, une apparition, un objet lisse, bas, effilé, qui ne ressemble à rien de ce qui a jamais roulé sur Terre. On dirait un vaisseau spatial qui se serait posé en douceur au milieu des automobiles terrestres. Pas de calandre verticale, pas d'ailes séparées, pas de couture visible. Juste une forme pure, sculpturale, presque vivante, qui semble fendre l'air même à l'arrêt. La foule est sidérée, silencieuse d'abord, puis une vague de stupeur et d'excitation déferle. En 15 minutes, 743 commandes sont signées. À la fin de cette seule et unique journée, ce chiffre atteint 12 000. C'est un raz-de-marée, un phénomène jamais vu. Cet objet, c'est la Citroën DS19. DS, prononcé comme le mot déesse. Un nom qui n'est pas un hasard. Comment cet objet venu d'une autre planète a-t-il pu voir le jour dans la France, encore convalescente de l'après-guerre? Et quel secret, quelle faille tragique se cachait sous cette carrosserie d'un autre monde, une faille qui allait à la fois consacrer sa légende et presque détruire son créateur. Pour comprendre l'arrivée de la déesse, il faut comprendre le monde d'où elle vient. La France, du milieu, des années 50, est un pays en pleine reconstruction. Les routes sont encore un patchwork de nationales bien entretenues et de départementales défoncées. L'essence est chère, le pouvoir d'achat est limité. L'automobile est avant tout un outil. Le paysage automobile est dominé par la fonctionnalité. Il y a la Citroën 2 chevaux, géniale mais basique, conçue pour transporter des œufs à travers un champ sans les casser. Il y a la Renault 4 chevaux, la petite motte de beurre qui a mis la France sur roue. Il y a la Peugeot 203, solide, fiable, l'archétype de la voiture de père de famille. Ce sont de bonnes voitures, mais aucune d'entre elles ne fait rêver. Et puis, il y a Citroën. Citroën n'a jamais été un constructeur comme les autres. C'est l'électron libre, l'entreprise avec une dangereuse habitude de faire des choses que personne n'a demandé, de réinventer la roue à chaque nouveau modèle. En 1934, ils avaient déjà choqué le monde avec la traction avant. C'était la T, première voiture de grande série avec une carrosserie monocoque, des roues avant motrices et une suspension indépendante. Une révolution absolue, 20 ans en avance sur son temps. Mais cette révolution a eu un coup terrible. Elle a ruiné l'entreprise, menant à la faillite et au suicide de son fondateur, André Citroën. Reprise par son plus grand créancier, le fabricant de pneus Michelin, la marque au chevron est devenue une sorte de laboratoire de recherche géant. Un lieu où les ingénieurs avaient le droit de rêver, tant que leurs rêves finissaient par faire vendre des pneus. Mais en 1955, la glorieuse traction avant a 20 ans. Elle est complètement dépassée. Citroën a besoin d'un nouveau miracle. Et ce miracle est en gestation, dans le plus grand secret, depuis une éternité. Le projet, dont le nom de code est VGD, pour véhicule de grande diffusion, n'a pas commencé après la guerre. Il a commencé en 1938. 18 ans. 18 ans de recherche, d'essais, d'échecs et d'obstination pour créer une voiture. Ce n'est pas un développement normal, c'est une quête obsessionnelle. La DS n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'une trinité de génies, 3 personnalités radicalement différentes qui, ensemble, vont accoucher d'un chef-d'œuvre. Le premier, c'est l'architecte, le grand visionnaire, André Lefebvre. Ce n'est pas un ingénieur automobile classique, c'est un ingénieur aéronautique qui a travaillé pour l'avionneur Gabriel Voisin. Pour lui,
Les voitures de son époque sont des aberrations, lourdes, mal profilées, inefficaces. Il est obsédé par l'aérodynamisme, la légèreté, la répartition des masses et la traction avant. C'est lui qui fixe le cahier des charges révolutionnaires, un centre de gravité très bas, un fond plat, une carrosserie qui pénètre dans l'air. C'est sa vision qui donne à la DS son architecture unique. Le deuxième, c'est l'artiste, le sculpteur, Flaminio Bertoni, un Italien et de lui. Flamboyant, un artiste dans l'âme. Bertoni n'est pas un designer automobile au sens moderne. Il ne dessine pas la DS sur une planche à dessin. Il la sculpte directement, dans l'argile, avec ses mains. Il cherche la ligne parfaite, la courbe sensuelle, la forme organique. La silhouette de la DS, cette goutte d'eau futuriste, ne sort pas d'une soufflerie ou d'un calcul mathématique. Elle sort des doigts d'un sculpteur qui pensait que l'automobile pouvait être une œuvre d'art. Le troisième, c'est le sorcier, l'inventeur autodidacte, Paul Magès. C'est l'homme qui va donner son âme à la DS. Magès n'a pas de diplôme d'ingénieur prestigieux. C'est un esprit brillant et pragmatique qui voit le monde différemment. Là où tous les autres ingénieurs du monde voient des ressorts en acier, des amortisseurs et des tringleries mécaniques, Magès voit un fluide sous pression. Il est le père de l'incroyable système hydraulique de la DS, un système si complexe et si central qu'il contrôle tout, absolument tout dans la voiture. Au cœur du projet, il y a cependant une contradiction fascinante, un grand compromis qui va hanter la voiture toute sa vie, le moteur. Lefebvre avait prévu un moteur révolutionnaire, un 6 cylindres à plat refroidi par air, moderne et puissant, qui se serait niché parfaitement sous le capot plongeant. Mais le développement est un désastre. Le moteur est trop coûteux, pas assez fiable, et met trop de temps à être mis au point. Le temps presse et le budget a déjà été englouti par le système hydraulique. La mort dans l'âme, les ingénieurs doivent renoncer. Ils se rabattent sur la seule chose qu'ils ont sous la main. Le vieux moteur, 4 cylindres de la traction avant, un design qui date des années 30. Ils le modernisent un peu, lui greffent une culasse en aluminium, mais le fait est là. La voiture la plus futuriste du monde est née avec le cœur de sa grand-mère. Si le moteur est une relique, tout le reste est de la pure science-fiction. Le chef-d'œuvre de Paul Magès, c'est le système hydropneumatique. Imaginez un circuit sanguin parcourant toute la voiture. Une pompe haute pression à 7 pistons, entraînée par le moteur, met un liquide minéral spécial, le fameux LHS vert, sous une pression colossale de 175 bars. Pour comparaison, un système de direction assistée moderne fonctionne à environ 100 bars. Cette pression, c'est la force vitale de la DS. D'abord, elle alimente la suspension. À chaque roue, il n'y a pas de ressorts en acier, mais une sphère métallique. À l'intérieur, une membrane en caoutchouc sépare deux éléments. En haut, un gaz, de l'azote, qui agit comme un ressort infiniment souple. En bas, le fameux liquide hydraulique. Quand la roue rencontre une bosse, le liquide est poussé dans la sphère, il comprime le gaz et l'imperfection de la route est absorbée en douceur. Le résultat est une sensation de conduite que personne n'avait jamais expérimentée. On ne roule pas, on flotte. C'est le fameux tapis volant. De plus, le système est auto-nivelant. Que vous soyez seul à bord ou 5 avec des bagages, des capteurs ajustent en permanence la quantité de liquide dans les sphères pour que la voiture reste parfaitement horizontale. Le conducteur peut même, via une manette, changer la hauteur de la voiture, la soulevant pour franchir un obstacle ou l'abaissant sur autoroute. Ensuite, cette même pression hydraulique commande les freins. À l'avant, la DS est l'une des toutes premières voitures de série au monde à être équipée de freins à disque. Ils sont montés en sortie de boîte, c'est-à-dire contre le différentiel, pour réduire le poids sur les roues. La pédale de frein n'est pas une pédale, c'est un petit champignon en caoutchouc posé au sol. Il n'y a pas de course, on appuie, et la puissance de freinage est instantanée et phénoménale, modulée par la pression du pied. Les premiers conducteurs, habitués aux pédales molles des autres voitures, se faisaient surprendre et bloquaient les roues au premier freinage. La pression alimente aussi la direction, appelée diravi,
qui est à la fois ultra-directe et dotée d'un système d'autocentrage puissant. Même à l'arrêt, le volant revient tout seul au centre. Enfin, elle commande la boîte de vitesse semi-automatique. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Le conducteur passe les vitesses avec un petit levier derrière le volant, et c'est le système hydraulique qui se charge de débrayer, de changer de rapport et d'embrayer en douceur. Même la carrosserie est une révolution. Le toit n'est pas en acier, mais en fibre de verre, pour abaisser le centre de gravité. Le long capot est en aluminium. Les panneaux de carrosserie ne sont pas soudés, mais simplement boulonnés à la structure centrale. On peut démonter une aile arrière avec une simple clé en quelques minutes. C'est une structure de squelette avec une peau, une philosophie directement inspirée de l'aéronautique. Le résultat de cette obsession pour l'aérodynamisme est un coefficient de traînée, un CX, de 0,38, une valeur que de nombreuses voitures de sport des années 80 n'atteindront même pas. Si vous êtes fasciné par cette plongée dans le génie automobile, prenez une seconde pour vous abonner. Nous décortiquons des légendes comme la DS chaque semaine. Bon, revenons à notre DS et à sa vie sur Terre. Une fois la surprise passée, il a fallu vivre avec cette créature d'un autre monde. Et c'est là que le conflit central de son histoire apparaît, celui du génie contre la réalité. La DS était une voiture brillante, mais elle était aussi terriblement complexe. Et la France des années 50 n'était pas prête. Le premier problème venait du fameux liquide hydraulique LHS. Il était à base végétale et avait un défaut majeur, il absorbait l'humidité de l'air. Cette eau créait une boue corrosive qui attaquait lentement tout le système de l'intérieur, provoquant des fuites. Chaque propriétaire de DS de la première génération a connu cette petite flaque verte caractéristique sous sa voiture. La voiture avait aussi une habitude déconcertante. Quand on coupait le moteur, la pression hydraulique finissait par chuter, et la voiture s'affaissait lentement sur ses suspensions comme un animal qui s'endort. Au démarrage, il fallait attendre que la pompe remette le système en pression pour que la voiture se relève majestueusement. C'était un spectacle, mais c'était aussi le signe d'un système complexe et fragile. Et surtout, il y avait le cauchemar de la maintenance. Le mécanicien du coin, habitué au moteur simple des 4 chevaux et des arondes, ouvrait le capot d'une DS et se retrouvait face à un cauchemar, un labyrinthe de tuyaux, de durites, de régulateurs et de sphères mystérieuses. Réparer une DS ne demandait pas un mécanicien, mais un horloger plombier avec une formation spéciale. Seuls les concessionnaires Citroën savaient et osaient y toucher. En cas de panne dans une campagne reculée, vous étiez complètement perdu. Aux États-Unis, ce fut un échec commercial total. Les Américains, habitués à leurs gros V8 simples et à leurs transmissions automatiques, ne comprenaient rien à cette voiture bizarre, lente, dont le système hydraulique déconcertait tous les garagistes. Pourtant, la voiture avait ses moments de gloire absolue, des moments où sa technologie unique la transformait en véritable super-héroïne. Le plus célèbre, le plus mythique de tous, a eu lieu le 22 août 1962. Ce jour-là, le président Charles de Gaulle et sa femme sont dans leur DS-19 noir en route pour l'aérodrome de Villacoublay. Dans le quartier du Petit Clamart, un commando de l'OAS, opposé à l'indépendance de l'Algérie, ouvre le feu sur la voiture présidentielle. C'est une pluie de balles. Plus de 150 projectiles sont tirés. Le pare-brise arrière explose, la carrosserie est perforée et surtout 2 pneus sont crevés. N'importe quelle autre voiture serait partie en tête à queue, incontrôlable. Mais pas la DS. Grâce à la suspension hydropneumatique qui maintient la voiture à l'horizontale et la charge sur les 4 roues, le chauffeur, Francis Marou, parvient à garder le contrôle. Il accélère à fond et réussit à extraire le couple présidentiel de l'embuscade, roulant sur 2 roues déchiquetées. Ce jour-là, la technologie de la DS a très probablement sauvé la vie du chef de l'État. De Gaulle, qui n'était pas du genre démonstratif, dira simplement « Cette voiture, c'est du solide ». Il ne se déplacera plus jamais dans une autre voiture qu'une Citroën. L'autre terrain où la DS va prouver sa supériorité de manière inattendue
c'est le rallye. Sur le papier, une grosse berline lourde et pas très puissante n'a rien à faire dans une compétition sportive. Mais les rallyes des années 60, comme le Monte-Carlo ou le terrible East African Safari, se courent sur des routes et des pistes épouvantables. Et là, la suspension de la DS fait des miracles. Pendant que les autres voitures sont secouées dans tous les sens, détruisant leurs amortisseurs et épuisant leurs pilotes, la DS flotte au-dessus des nids de poules. Elle peut maintenir une vitesse moyenne beaucoup plus élevée sur mauvais revêtement, ce qui lui donne un avantage décisif. Contre toute attente, la DS remportera le rallye Monte-Carlo en 1959 et 1966, ainsi que d'innombrables autres épreuves d'endurance, forgeant sa réputation de robustesse. Quel est l'héritage de la DS aujourd'hui? Étrangement, le succès et le génie de la DS ont eu des conséquences dévastatrices pour Citroën. L'entreprise était tellement consumée par sa création, tellement définie par elle, qu'elle est devenue incapable de créer autre chose. Pendant 15 ans, entre 1955 et 1970, Citroën n'a lancé aucun nouveau modèle de milieu de gamme. Il y avait la 2 chevaux en bas et la DS en haut, mais un gouffre énorme entre les deux, un marché immense laissé à Peugeot et Renault. Cette absence a créé une fragilité financière chronique. La tentative de donner une suite à la DS, la sublime SM de 1970 avec son moteur Maserati, fut un autre chef-d'œuvre d'ingénierie et un désastre commercial achevé par la crise pétrolière. En 1974, Citroën, affaibli et exsangue, était en faillite et fut racheté par son éternel rival, Peugeot, pour former le groupe PSA. Ce fut la fin de l'ère du génie sans contrainte. Pourtant, l'héritage technologique de la DS est partout autour de nous. La suspension active sur les voitures de luxe modernes est une descendante directe du système hydropneumatique. Les phares directionnels, qui pivotent avec le volant, une innovation apparue sur la DS en 1967, sont maintenant une option courante. Les freins à disque sont devenus la norme universelle. L'obsession pour l'aérodynamisme, pour réduire la consommation, est au cœur de la conception de toutes les voitures d'aujourd'hui. La DS était un laboratoire roulant, une démonstration de ce que serait l'automobile 30 ans plus tard. Le philosophe Roland Barthes, dans son livre Mythologie, en 1957, a écrit que la DS était tombée du ciel, la comparant à une cathédrale gothique, la création suprême d'une époque conçue passionnément par des artistes inconnus. Il avait vu juste. La DS est ce qui arrive quand on laisse les ingénieurs et les artistes rêver sans les contraintes du marketing ou de la rentabilité immédiate. C'est une réponse brillante, complexe et poétique à une question que personne n'avait encore posée. C'est une voiture trop belle pour être ignorée, trop compliquée pour être aimée sans effort et trop intelligente pour son propre bien. Un triomphe de la vision, une mise en garde commerciale et un véritable morceau de futur livré sur les routes du passé.